Ce soir, on fait une captation. Donc, effectivement, vous serez amenés aussi certainement à prendre la parole à la fin de ce débat. D'ailleurs, condition un peu particulière, si vous avez des questions à l'issue de cette rencontre, il vous faudra vous lever et aller dans les allées, les contre-allées, et on vous proposera le micro. Voilà, toujours pareil, on a des conditions sanitaires à respecter. Bienvenue déjà pour commencer. Merci d'être à Pierre-Vive. Cette réouverture est un petit peu particulière et on est très heureux de retrouver un peu du public. Vous nous avez un peu manqué, pour tout vous dire. Cette conférence se situe dans le cadre d'une exposition que peut-être certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de voir, qui est l'exposition XYZ que nous avons proposée en collaboration avec le collectif Line Up, un collectif de street artistes basé à Montpellier. L'objet de cette conférence, architecture et street art. Avant peut-être qu'on rentre dans le débat, vous dire quelques mots. Au cours de ces dernières décennies, effectivement, le street art a largement investi nos rues et nos façades, et les œuvres font aujourd'hui partie intégrante de notre quotidien, urbain en tout cas. Il est également le résultat de commandes publiques. Un exemple concret que peut-être beaucoup de personnes ici connaissent, c'est le 13e arrondissement parisien qui célèbre par les nombreuses fresques murales commandées par la mairie. Donc, le street art se sépare peu à peu de son caractère illégal et frauduleux, et pourrait-il devenir un élément pensé en lien avec le projet urbain? Pouvons-nous concevoir que demain l'artiste soit intégré en amont aux projets architecturaux et urbains? Autant de questions dont nous allons débattre ce soir. Et j'ai souhaité effectivement, autour de cette... Bon, c'est pas vraiment une table. J'ai convié effectivement des personnalités. Alors, pour commencer... Non, tout va bien. Christelle Labassore, ici présente, cofondatrice du K-Live et curatrice du MACO à Sète, le MACO, musée à ciel ouvert de Sète. À mes côtés, Stéphane Marmonnier, président de l'association du K-Live, mais aussi promoteur immobilier, donc il aura certainement des choses à nous dire. Qui j'ai là? Cédric Crousy, alors fondateur du festival L'Expo de Ouf à Nîmes. À ses côtés, Gilles Cusy, architecte, co-dirigeant de l'agence Cusy Maraval. Et bien évidemment, deux artistes montpelliérains que vous connaissez certainement. Noun, ici présente, et Zest. Ah, c'est marrant, vous vous êtes mis à l'opposé. Bon, très bien. Avant de rentrer dans le débat et poser évidemment notre sujet du soir, je souhaitais vous faire une petite introduction en images. Depuis quelques années, effectivement, la considération du street art a évolué et je voulais qu'on commence par un quartier de Miami qui s'appelle le quartier de Wynwood et qui, pour moi, est emblématique de ce glissement, effectivement, des représentations que nous avons du street art. Alors, je vais le mettre en diaporama, comme ça va nous permettre de rentrer quand même dans le vif du sujet. Alors, il m'a dit, tu fais comme ça. Ah oui, il faut reprendre les bonnes habitudes. Diaporama. Donc voilà, ça va normalement défiler sous vos yeux. Donc Wynwood, comme je vous le disais, c'est un quartier de Miami qui en 2010 a subi la crise. Les populations sont parties, les friches, enfin les industries sont parties, donc laissant effectivement des friches à l'abandon. Donc pauvreté, grisaille, voilà, anciennes usines, excusez-moi. Et à ce moment-là, arrive un promoteur immobilier du nom de Tony Goldman. Et Tony Goldman était déjà sérieusement, voilà, avait un goût prononcé pour l'art et il s'intéresse à ces friches. Son objectif, revitaliser en fait ce quartier. Alors, je ne sais pas, vous voyez les images défilent devant vous. Tiens, c'est lui là que vous voyez actuellement, dessiné par Aubet. Donc, il décide effectivement de revitaliser ce quartier et pour redonner une vie communautaire, voilà, grâce à l'art.
Donc, il fait l'acquisition d'une trentaine d'immeubles. Il invite évidemment, j'allais dire presque des stars du street art. Et aujourd'hui, Wynwood est l'un des quartiers les plus tendances de la ville de Miami. C'est donc un musée à ciel ouvert qui présente des œuvres à grande échelle avec des artistes très célèbres. J'ai choisi cet exemple parce que je trouvais que justement là, on était vraiment dans une sorte de paradoxe un peu. Je pense que je ne suis pas là pour refaire, et nous ne sommes pas là pour refaire l'historique du street art, mais bon, tant qu'à faire, rappelons quand même que voilà, jusqu'à maintenant, cette pratique était considérée comme illégale. Et aujourd'hui, le street art, quand vous vous baladez, c'est avant tout une surprise, une rencontre, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Vous tournez le coin d'une rue, waouh, une fresque gigantesque, un graphe, un tag. Et là, à Miami, c'est presque une concentration de fresques. Vous n'avez même plus besoin de les chercher. Donc, la poésie, voilà. Donc, je voulais commencer sur cet exemple-là, parce que je voulais vous entendre justement sur ce sujet. Alors évidemment, il y a Christelle Labassore qui pourra peut-être, puisque vous aussi, c'est un musée à ciel ouvert à Sète. Voilà, donc j'aimerais qu'on démarre sur ce sujet, en partant évidemment de cet exemple-là, qui est peut-être un exemple qui va jusqu'au boutiste, et qui permet quand même, il faut le dire, des retombées économiques et financières pour la ville. Les touristes sont à nouveau des gens du monde entier qui viennent visiter ce quartier. Donc voilà, c'est à la fois cette ambiguïté, si je puis dire, de notre sujet, à la fois le street art comme quelque chose de rebelle et en même temps, aujourd'hui, quelque chose qui permet des retombées économiques. Parlons peut-être de l'exemple de Sète. Et puis Cédric, peut-être aussi de Nîmes. On y va, on rentre dans le sujet. Et alors, je vous le dis, on n'est pas, je ne vais pas donner la parole à tout le monde comme ça. J'ai vraiment envie qu'on débatte. Donc, prenez vos micros, tous. et puis, on y va, on démarre. Ils sont tous allumés, oui, normalement. Bonjour à tous. Merci Anne pour cette invitation. Je n'aurais pas la prétention de me comparer à l'exemple de Wynwood à Miami. Ni non plus l'arrière-pensée qui consisterait à réfléchir aux retombées économiques du Mako de Sète. Je vais vous faire un historique très très rapide de ce projet, du musée à ciel ouvert de la ville de Sète, qui est en quelque sorte le point d'orgue du festival K-Live, qui existe depuis 2008, donc à Sète, qui a été fondé par Laurent Villarem, qui est un photographe montpelliérain et qui est un passionné de street art. Moi, j'ai rejoint l'aventure en 2010 et l'idée de Laurent Villarem, c'était en quelque sorte d'anoblir ce mouvement artistique qui est pour moi, bien que je ne sois pas une théoricienne de l'art et encore moins une historienne de l'art, est un des mouvements artistiques majeurs de notre siècle. Et je trouvais qu'il était cohérent qu'il existe à Sète un musée à ciel ouvert, dans la mesure où cette ville, dont le surnom est l'île singulière, a toujours eu une histoire forte avec l'art et plus particulièrement avec la peinture. Donc les 2-3 premières années étaient un peu... on tâtonnait. On a eu la chance en 2008 que la ville s'intéresse à ce projet et soit à l'écoute et accueille ce projet et nous permette que des artistes viennent poser des peintures sur les murs. Et puis, dès 2010, est née l'idée d'affirmer ce désir que nous avions de représenter certains artistes, avec comme motivation première toujours plus de poésie, je dirais, dans l'espace urbain, au-delà du fait d'accueillir des artistes qu'ils soient connus, peu connus, en devenir internationaux. C'est pas là notre critère premier. Après, ce musée a pris forme aussi parce que, enfin, à la forme qu'il a aujourd'hui, parce que je dirais qu'il est à Sète,
Et que, comme je vous le disais précédemment, l'île singulière nous donne la possibilité de créer des choses assez singulières. Donc, oui. Voilà. Tu as dit un mot important, tu as parlé de poésie. Et je pense que ça fait aussi partie. C'était l'idée première, oui, puisque ces artistes existent depuis longtemps, hein, on n'a rien innové, et que leur position était différente. Moi, après, je ne vais pas me lancer dans le débat Vandal-vendu. Ils sont là, ils font partie de leur temps. Ce sont pour moi de vrais peintres, de vrais artistes, parfois artistes plasticiens. Ils participent aussi, selon moi, à ce que l'on pourrait appeler une démocratisation de l'art, puisqu'ils sont, lorsqu'ils interviennent dans l'espace public, ils sont en relation directe avec les gens, avec la population. Donc oui, toujours plus de poésie, oui, dans l'espace urbain et peut-être aussi modestement... Moins élitiste. Je m'entends? Ah ouais. Oui. J'allais dire peut-être moins élitiste, où souvent on s'oppose l'art contemporain et l'art urbain. Et l'art urbain fait beaucoup de bien, je trouve. Enfin, oui, puis c'est-à-dire que des gens qui peut-être n'ont jamais été dans des galeries, nous on l'a pu le voir, hein, sur toutes ces éditions, puisque le festival existe depuis 12 ans, les gens osent interpeller les artistes, des artistes qui pour la plupart d'entre eux sont très généreux, et ont ce contact facile. Et ça permet des échanges, quels que soient les échanges. Et justement, comment s'est positionnée la ville de Sète par rapport à ce projet ? En 2008, la ville, je pense que Laurent Villarem a été suffisamment persuasif pour que la ville ait envie de l'accueillir, puisque c'était un Montpelliérain qui venait à Sète. Je ne vous cacherai pas que les 3-4 premières années n'ont pas été toujours faciles. Il a fallu quand même faire en quelque sorte nos preuves. Et puis, il a fallu aussi que les gens dépassent le stade de ces artistes qui vandalisent les murs, etc. Donc, l'idée aussi, c'était que, en premier lieu, les Sétois, qui sont ceux qui vivent au quotidien avec ces peintures murales, d'une certaine façon, s'approprient ce musée à ciel ouvert. Et je pense que ça a fonctionné dans la mesure où, depuis maintenant... au moins entre, je dirais, 4 à 5 ans, les gens nous appellent pour nous proposer des murs. Alors voilà, je voulais qu'on en revienne là, effectivement. C'est-à-dire que comment vous choisissez les lieux ? Est-ce que c'est la ville qui vous propose de vous mettre à disposition des façades, des endroits particuliers, de l'espace public ? Est-ce que ce sont des particuliers qui vous appellent ? Comment ça se passe justement, ces installations et cette installation dans la ville et ces réalisations ? Alors, pour revenir très très rapidement à votre précédente question, je dirais que la ville de Sète, quand même, j'ai envie de souligner le fait que la ville de Sète est notre principal financeur et qu'elle nous soutient non seulement financièrement, mais également en termes de moyens techniques et d'accompagnement. Donc assez fidèlement d'ailleurs. Alors les murs, il n'y a pas de règle. Parfois, on découvre un mur et on pense à un artiste. Et on se dit, tiens, ça va vraiment matcher, cet endroit, cet artiste. Parfois, ce sont des gens qui nous appellent et qui nous disent, voilà, on a un mur, on voudrait vous le mettre à disposition. Bon, on veille à ce qu'il n'y ait pas un ravalement de façade à faire au préalable. Et il est arrivé quelquefois que la mairie nous dise, ah tiens, ce bâtiment, il serait intéressant. Et après, ça dépend des possibilités techniques quant à la mise en œuvre du projet. Voilà. Et parfois, voilà, il n'y a pas de règle établie, mais de plus en plus, le mur, j'ai envie de dire, appelle l'artiste. Je pense qu'il y a des endroits où voilà, là, Yann Calab, c'était pour lui ce mur, on a essayé de le mettre en place pendant 4 ans, on y est arrivé au bout de 4 ans. Là, Spogo, qui est un artiste qui n'est pas très connu, un espagnol, ce qui nous intéressait, c'est que son travail qui tient compte de l'environnement, de l'architecture, du code couleur,
des quartiers dans lesquels il intervient, c'était pour lui ce mur. Voilà. Donc, on est d'accord, vous, excuse-moi, je tutoiement facile, vous avez quand même une sélection d'artistes où vous pensez en fonction effectivement du mur, de la façade, vous dites, tiens, cette année, ça serait bien de le faire venir ou de la faire venir. Ça fonctionne dans les deux sens. Un artiste nous sollicite et on se dit, ah oui, tiens, on va travailler avec lui parce qu'on aime son travail et il faut qu'on lui cherche un mur. Donc on se met en quête d'un mur. Et puis parfois, comme je vous le disais, c'est un mur qui me fait penser à tel artiste. C'est le cas avec Franck Noto ici présent. C'est-à-dire que je connais un peu le travail de Franck depuis un petit moment et j'ai vu ce mur et je sais que les artistes ont plus souvent l'habitude d'intervenir sur des murs en hauteur, donc des murs verticaux. Mais là, il y a un grand mur en plusieurs morceaux. Et voilà, et donc, voilà. Après, il s'agit de rendre les choses possibles en termes d'autorisation et diverses et variées. Et après, parfois, d'un point de vue technique, ça nous est très, très compliqué d'aboutir le projet parce qu'on reste une petite équipe, un modeste festival, mais voilà, une aventure humaine et artistique que l'on se plaît à vivre depuis une douzaine d'années. Alors par rapport à cette année justement particulière, comment ça se passe là maintenant J'ai cru entendre qu'il y aurait quand même quelque chose qui allait se dérouler fin septembre. Voilà, en principe la semaine prochaine. Avec une expo, une petite exposition, enfin une exposition et un mapping autour d'un artiste que nous avons invité sur l'édition 2019, qui est Dr Ponce. Et puis ce grand projet de mur, pour moi c'est un grand mur, puisque je crois qu'au total il fait pas loin de 300 mètres carrés en 4 bouts de mur. Franck ici présent. Voilà, on croise les doigts, on espère que l'on pourra mener à bien notre projet. Ok. On rebondit peut-être avec Cédric. À Nîmes, comment ça se passe à Nîmes? C'est facile, c'est pas facile? Quel quartier déjà? Alors, pareil, je vais peut-être faire un petit historique, ça va me faire le philo. J'ai pas de photos. Mais pourquoi ça? Comment ça se fait? Je sais pas. Et je sais pas. J'ai oublié de vous les envoyer. Peut-être. Mais celles du Calaï iront très bien. Il n'y a pas beaucoup de différence au niveau des rendus visuels. Historiquement, nous, l'Expo de Ouf, elle est née en intérieur pour assembler des artistes et on nous a proposé le bâtiment du Spot, qui est notre quartier général depuis 2013, même année que la création que l'Expo de Ouf. Et le Spot se trouve dans le quartier Gambetta, qui est un quartier populaire de la ville de Nîmes, collé à l'Écusson au centre historique. Mais vraiment, on passe une avenue et c'est un peu un autre monde. C'est un quartier qu'on qualifie quartier politique de la ville, donc avec pas mal de problématiques sociales, économiques et autres. Donc ça va faire écho à la présentation du quartier de Miami que vous avez présenté. Et donc, à un moment donné, c'est lors de la 3e Expo de Ouf, en tant qu'artiste avec les collègues, on intervenait déjà dans ce quartier, mais de manière assez naturelle, et parce que le street art n'était pas encore aussi conventionnel, popularisé, etc. Donc, c'était un terrain de jeu pour nous assez naturel. Mais à partir du moment où on a eu le Spot, on a utilisé vraiment l'art urbain comme un moyen pour essayer de mettre les projecteurs sur ce quartier, parce qu'il y avait un réel besoin. Il y avait des bâtiments qui tombaient en ruine depuis 15 ans, plus de 15 ans des fois. Et on s'est dit, mais c'est juste pas possible, en fait. C'est un quartier prioritaire de la politique de la ville. Ça croule comme ça et on laisse ça en miroir de ces habitants qu'on dit vouloir tirer vers le haut. Et si on vous laisse en miroir quelque chose qui se dégrade tous les jours, c'est loin de tirer la population vers le haut. Donc nous, l'idée, c'était vraiment, grâce à l'art urbain, de mettre les projecteurs sur ces bâtiments, sur le quartier. Et c'est comme ça qu'est née et que reste la motivation de l'Expo de Ouf, la fondation de cette dynamique. Et donc, d'abord en pirate total. C'est-à-dire en pirate? C'est-à-dire qu'on ne demandait rien à personne et on y allait. D'accord. Et on assumait complètement parce qu'on savait que ça allait dans le bon sens, ce qu'on souhaitait faire. Et
À partir du moment où il y a des habitants qui vous disent merci, quand ils vous voient intervenir, on a enfin l'impression qu'on s'occupe de notre quartier. Ben là, on s'est dit, bon, ben, on a tout gagné. Ils peuvent nous mettre des plaintes, des amendes, ce qu'ils veulent. On s'en tamponne. Et après, petit à petit, c'est des propriétaires qui nous ont proposé des murs. Il y a aussi le président du comité de quartier qui a fait faire la première fresque sur le mur de sa maison. Il est architecte aussi. Et c'est lui, on peut dire, qui a lancé cette belle dynamique, puisque moi, il m'a donné très envie de continuer quand j'ai vu ce qu'il faisait. Et donc, lui, il défendait bec et ongle ce droit à prendre son mur et à y mettre ce qu'on veut si on voulait égayer son coin de rue, en corrélation avec le voisinage aussi, en discutant. Donc, ils sont beaucoup sur D'une ça. certaine manière, il a légitimé cet acte-là. Carrément. Voilà, et ça a permis peut-être aux autres de dire, bon, Ouais. bah, si lui le fait, pourquoi ça. pas nous? Ouais, carrément. Puis il défendait le droit à le faire, quoi. Donc des propriétaires nous ont proposé d'autres murs, etc. Et pendant un moment, on a fait les choses dans les règles de l'art. C'est-à-dire qu'on déposait des dossiers de déclaration de travaux. Donc le dossier passait au Bâtiment de France, passait au service urbanisme, passait je ne sais plus où, d'autres. Ça se passait très bien jusqu'au jour où le directeur des Bâtiments de France a changé, pendant l'expo de Ouf 5. Et on avait je ne sais combien de murs. On n'avait jamais été aussi près de notre vie, toutes les bombes prêtes, etc. Et en fait, il y a eu un gros bug d'autorisation et 90% des murs qu'on pensait pouvoir faire ont été refusés et les flics savaient du coup où on allait intervenir, donc ils passaient à chaque fois et ça a été très 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 compliqué. Et donc depuis ce jour-là, en fait, on s'est dit bon, ben, on ne demande plus rien en fait, parce que moins on en demande, mieux ça passe. Et avec la mairie... Oui, parce que alors, comment réagit la ville là, justement? Elle vient Alors, en soutien, elle vient... Elle soutient financièrement, mais à très petite échelle. Oui, mais elle peut aussi servir de levier. Elle n'est pas facilitatrice du tout. Alors, on les connaît tous, on s'entend très bien avec eux, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais Nîmes, c'est d'autant plus complexe, je pense, qu'il y a un patrimoine historique très important à proximité de ce quartier-là, qui a tout un dossier de candidature à l'UNESCO pour élargir même le périmètre historique et compagnie. Donc, ils étaient un peu tendus ces derniers temps. Mais voilà, ils ne sont pas facilitateurs, c'est bien dommage, parce que nous, on aurait adoré qu'ils se saisissent du projet, qu'on travaille plus main dans la main. Mais ils souhaitent un peu trop contrôler la chose. La dernière réunion que j'avais faite, il y a 2-3 ans, je crois, avec eux, avec le directeur des Bâtiments de France, le nouveau, le service urbanisme, etc. Enfin, leur discours était vraiment trop rigide. Alors que nous, justement, on aime aussi le côté spontanéité et l'énergie que ça dégage sur les quartiers. Ça se ressent, je crois, à travers les peintures. Et l'occupation qui est faite sur le parcours. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, dans votre... mais aussi, je pense à cette, c'est l'éclairage qui est fait, justement, cette volonté de vouloir éclairer, justement, des quartiers paupérisés ou laissés à l'abandon et qui pourtant font partie du patrimoine bâti de la ville. Et je pense qu'effectivement, c'est comme ça aussi que tout d'un coup, l'éclairage faisant, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine bâti, comment on le valorise et comment aussi on peut faire perdurer ou pérenniser ce type d'opération. Et d'autant plus si on crée du lien social. Enfin, moi, je reste persuadée, et je pense qu'à cette, c'est pareil, on crée quand même du lien social avec ça. On ne fait pas que poser. Tout à l'heure, tu parlais de la relation qu'ont les gens du quartier avec les artistes. Moi aussi, c'est ce dont j'ai envie que vous me parliez aujourd'hui. Et je pense aussi que c'est pour ça que je veux aussi interroger Zest et Noun à ce sujet. C'est quel lien vous avez en particulier avec la population? Est-ce que vous êtes bien accueillis, mal accueillis? Est-ce qu'ils ont envie de vous revoir? On est mieux accueillis maintenant qu'avant, ça c'est sûr. Quand on a commencé... Non, mais c'est parce que les fauteuils sont confortables, ça, Franck. Non, je parlais quand non, on je blague. Oui. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est bien accueillis et auparavant, dans notre démarche qui était différente de celle d'aujourd'hui, on n'était pas bien vus. Posons les bases, oui, effectivement. Voilà. Oui. Si on remonte effectivement l'histoire du street art, c'est sûr qu'au départ... Mais ce qu'on faisait, ça mettait mal à l'aise les gens. Et aujourd'hui, bizarrement, on a continué à faire ce qu'on avait à faire.
Et on se sent presque en sécurité dans ces quartiers parce que c'est joyeux, parce que c'est beau, alors qu'avant, quand c'était rempli de graffitis, on n'y allait même pas. Mais ouais, Cédric a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit tout à l'heure, on veut aussi amener les gens vers le haut. Ouais. C'est vrai qu'on le dit assez souvent, ça c'est quelque chose d'assez récurrent, mais effectivement je pense que quand on amène du beau quelque part, après on n'aime pas, hein, c'est toujours pareil, hein, ça reste toujours subjectif, l'art pictural, mais effectivement je pense qu'on pose un autre regard aussi sur sa ville, sur son quartier, et on y amène voilà, une autre façon de regarder et de s'intéresser aussi à l'art. Parce que bien souvent, moi j'entends les gamins ici, ouais, moi, on ne comprend pas, on ne sait pas, c'est un musée, non, c'est pas un musée, ouais, mais c'est quoi l'expo, enfin voilà, il y a une sorte de, je ne vais pas rentrer dans ce bâtiment, ou je ne vais pas aller voir cette expo, je ne vais pas rentrer au musée parce que ça m'est interdit. Et je ne sais plus qui l'a dit en tout début, mais effectivement, le fait que c'est sur le coin de ta rue, quoi. C'est sur ton pignon, c'est sur ta façade, c'est sur ton immeuble. Automatiquement, tu t'y confrontes, que tu le veuilles ou pas. Et encore, je trouve que ça a bien changé au niveau des galeries et des musées, justement par rapport à ce courant. À l'époque, on n'allait pas dans des galeries, on n'allait pas dans des musées. Ouais. Aujourd'hui, quand vous faites une expo de, entre guillemets, street art ou graffiti, en tout cas, vous ne pouvez pas rentrer dans l'exposition. Et s'il y a un musée qui se met à faire une exposition, ça sera complet du début de l'exposition jusqu'à la fin de l'exposition. Voilà, donc ça a ramené l'art à une nouvelle génération qui s'y intéressait pas, quoi. Et qui ont toujours vécu avec ça autour d'eux. Voilà. Ils connaissent très bien. Peut-être qu'aussi le fait d'intervenir dans la rue, enfin moi je suis pas du tout issue de l'univers du graffiti comme Zest, donc voilà, moi j'ai fait les Beaux-Arts, donc j'ai été plutôt, je me considère plus comme... J'ai des photos. Plasticienne, mais ce que je trouve chouette dans la rue, c'est que ça ouvre la plupart, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais la plupart des gens qui vont pas pousser la porte pour entrer dans une galerie, ils vont accéder à l'art différemment en fait, surtout. C'est un moyen de découvrir tout simplement même la peinture et d'échanger. Là, j'ai envoyé quelques photos que m'a envoyé Kenny de l'association Line Up. C'est ce que tu réalises et on peut voir effectivement qu'il y a des choses que tu fais à titre, j'imagine, sur des commandes privées, mais il y a aussi des choses que tu fais peut-être... on a vu une friche là tout à l'heure. Voilà. J'ai la chance d'intervenir aussi bien des fois dans des commandes publiques ou privées et après de pouvoir m'amuser aussi dans la rue en fait de temps en temps sur des espaces abandonnés ou alors moi j'ai commencé surtout dans la rue par le collage en fait et donc justement j'ai pas du tout le même parcours que Franck par rapport à ça et au départ, c'était quelque chose d'éphémère auquel je ne voulais pas imposer, en fait, voilà. Et je fais toujours attention quand je choisis mes murs, mais maintenant je peins de plus en plus, mais je trouvais que le collage était un autre médium. Et moi, d'être plasticienne et d'aller dans la rue, c'est vraiment de faire des allers-retours entre l'atelier et la rue. Je trouve que c'est un réel plaisir. Et je trouve qu'en tant qu'artiste, ça serait vraiment... chiant à mourir de rester toute sa vie dans un atelier. Et donc, du coup, maintenant, de pouvoir aller jouer, de jouer avec les lignes graphiques, les lieux, moi, c'est une réelle découverte. Et puis, de toute façon, après, il y a la maturité où on évolue dans son travail. Et c'est un régal, quoi. Là, dans les images qu'on a vues, alors je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est une grosse citerne qu'on a dû voir. Ah, oui. C'est dans le cadre d'un festival aussi? Oui, en fait, c'était un projet avec l'association Line Up et la cave de Nissan, les Enserrunes. Oui. On a été 5 artistes, on a été invités à peindre chacun une cuve. Donc c'était un super projet, humainement, et puis la surface... Oui, c'est. Pour moi, c'était vraiment un challenge, quoi. Et justement, comment vous vivez, Franck aussi, cet aspect de commande publique? Toi, alors je vais les mettre après. Dernièrement, il y a eu une commande sur le CHU Guy-Chauliac. Comment ça se passe réellement, pratiquement, on va dire. En fait, j'ai envie de répondre un peu. Il y a plein de cas différents. Ouais. Il y a, déjà, si le projet nous plaît, si on a envie de le faire. Souvent, c'est ou des commandes publiques ou c'est des particuliers qui nous commandent
Mais ça rejoint aussi l'architecture, justement, parce que... On va lui donner la parole. On a beaucoup fait avec cette architecture et des fois, il y a des lieux qui nous parlent plus que d'autres et on a envie de peindre sur ces lieux. Et voilà, c'est peut-être plus comme ça que les projets se montent. Oui, c'est-à-dire que tu valides le projet. Ouais, voilà. parce que envie comme Christelle voit un artiste sur ce mur, l'artiste, des fois, il se voit bien sur ce mur-là aussi parce qu'il a une idée. Sur, tout de suite. C'est une évidence que ce mur... pouvoir faire quelque chose avec. Alors, je vais montrer des photos après de ce que tu réalises parce que c'est vrai que c'est plutôt impressionnant. Il y a eu des réalisations gigantesques. Toi, tu travailles un peu partout dans le monde. Tu fais aussi des festivals, tu interviens sur des festivals et tout ça. Et j'aimerais maintenant, parce qu'on ne les a pas entendus depuis tout à l'heure, Gilles Cusy, architecte, Stéphane Marmonnier, promoteur immobilier. Que pensez-vous de nos premiers échanges et qu'auriez-vous à nous dire ou à rajouter? Alors, moi, je me viendrais bien de parler au nom des architectes, parce que c'est un sujet quand même qui fait débat. Et on a vu, tu as expliqué comment, en particulier les architectes des bâtiments de France, parfois avaient des réticences, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi des architectes qui sont des architectes qui font des architectures contemporaines et qui verraient d'un très mauvais œil que des artistes interviennent sur leurs œuvres. Bon, donc c'est un débat. Je ne sais pas comment le trancher. Pour ce qui me concerne, moi je fais partie d'un courant ou d'une école qui considère que l'architecture, les objets architecturaux, ils ont aussi ils ont évidemment comme responsabilité de répondre à la commande pour lesquelles ils sont passés. Si c'est du logement, il faut habiter dedans de la meilleure façon possible. Si c'est un hôpital, il faut soigner les gens de la meilleure façon possible. En fait, ils ont une autre responsabilité, c'est que quand on les met les uns à côté des autres, ils fabriquent la ville. Et que la ville a toujours été le support d'un récit. Vous parliez de poésie, moi j'utilise le mot récit. C'est-à-dire que quand on se promène en ville, il faut que la ville doit nous raconter quelque chose. Elle a toujours parfaitement fait ça, à travers d'abord la fabrication de l'espace public, des grands espaces publics majeurs, je ne sais pas, vous avez la promenade du Pérou à Montpellier, ou des grands boulevards, ou des grandes places. Et puis aussi à travers la capacité que les architectures ont. Alors, je ferais mieux de dire avait. Je ne suis pas du tout nostalgique, hein, mais enfin, je reviens quand même. Avec l'espace public. C'est-à-dire que l'architecture a, à travers son histoire, toujours dialogué avec l'espace extérieur. Quand on se promène dans la rue du centre historique de Montpellier, eh bien, voilà, il y a des immeubles, ils ont un décor, ils sont le support d'activités qui sont souvent des activités commerciales. Donc, il y a un échange, une forme de porosité entre l'espace de la rue et l'espace de l'architecture. Ils racontent quelque chose. Vous voyez, tout à l'heure, en venant, je me disais, je suis allé la semaine dernière à Paris. J'avais un rendez-vous, j'ai pris le train, je suis arrivé gare de Lyon, j'avais un rendez-vous à la Cité de l'Architecture au Palais de Chaillot. Bon. J'avais du temps, j'ai fait ça à pied, 1h30, mais parce que c'est fabuleux. Oui, vous marchez le long de la Seine, et puis vous avez de très beaux bâtiments, la mairie de Paris, la Cité, enfin voilà. Bon, si j'arrive à la gare de Montpellier, sud de France, et que je dois aller en ville, je vais mettre 1h30, mais enfin je vais pas marcher, vous voyez, parce que le paysage que l'architecture contemporaine nous propose, il a perdu souvent, et sans nostalgie, cette capacité de fabriquer un récit qui nous permet d'être heureux dans l'espace dans lequel on vit. Alors je trouve aujourd'hui, j'ai un long détour pour arriver, que moi ce qui m'intéresse dans le travail des artistes, quand ils sont dans la ville, c'est ça, c'est qu'ils arrivent à nous proposer quelque chose qui est de cet ordre-là, du rêve. Voilà, et que quand... moi je rêve un matin de me réveiller et puis... de sortir de chez moi et de voir un travail qui a été fait de manière tout à fait sauvage la nuit sur le mur d'en face ou sur mon mur. Et puis, ça me raconte quelque chose. Ouais, peut-être. Mais enfin, on en parlait tout à l'heure, j'ai expérimenté ça aussi.
Voilà, donc je trouve que c'est ça qui est intéressant et je trouve que la place, votre place est fabuleuse aujourd'hui dans la ville parce que voilà, elle nous propose des histoires. Après, est-ce qu'on peut faire ça partout? Je ne sais pas. Il y a des lieux qui sont déjà terriblement chargés d'histoire. Voyez, donc, quand je me promène le long des quais de la Seine à Paris, et puis, je ne sais pas, que je passe devant la bibliothèque Mazarine, bon, je ne suis pas sûr qu'il soit opportun, intéressant, qu'il y ait là une intervention. En revanche, et je ne suis pas sûr non plus qu'il faille réserver vos interventions à des lieux qui sont des lieux abandonnés, quoi, hein, je suis pas... Mais voilà, je trouve qu'il y a une manière de réfléchir entre certainement architectes, artistes, peut-être promoteurs, hein, les gens qui fabriquent la ville contemporaine, sur ces lieux-là pour effectivement nous faire rêver, quoi, et nous permettre de retrouver le sens de la ville, c'est-à-dire nous raconter une histoire que l'on partage. Parce que les villes que l'on fabrique ou que l'on a fabriquées et qui ne racontent plus d'histoire, c'est des villes dans lesquelles effectivement il n'y a plus de partage, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de débat, c'est des villes qui deviennent dures à vivre. Bon, voilà, ma façon de réagir pour l'instant. Ça va me permettre de basculer vers Stéphane en tant que promoteur immobilier. Ah, je perds mes fiches. Bon, c'est pas grave. Donc, on disait effectivement, voilà, comment... alors, le street art ou une toute autre forme d'art pictural peut s'intégrer justement à ces nouveaux quartiers qui sortent de terre. J'habite Saint-Jean-de-Védas. Vous êtes bien placé pour le savoir. Hein, vous êtes bien placé pour le savoir. Oui, c'est ça. Et là, je les vois bien, hein, effectivement, ces immeubles qui ne me racontent pas forcément beaucoup de poésie, j'avoue, même si certains sont magnifiques. Comment on peut intégrer justement ces pratiques voilà, à un projet immobilier, un projet de quartier, comment faire pour que ça s'insère dans la ville, parce que là on n'est pas effectivement sur du patrimoine historique, hein, on est sur un patrimoine, tout ce qu'il y a de plus moderne et récent. Comment on peut faire? Et vous, qu'est-ce que vous en faites, vous, dans votre travail? Alors, bonsoir à toutes et à tous, et merci Anne pour avoir organisé cette soirée dans des conditions pas forcément très faciles. Alors, au-delà d'être promoteur immobilier, dans une autre vie, j'étais aussi urbaniste. J'ai travaillé pendant quasiment une dizaine d'années dans cette thématique-là. Pas beaucoup en France, en fait, mais plutôt en Algérie et à Dubaï et à Abu Dhabi. Alors, c'est sûr qu'en termes de politique urbaine, on a fait mieux. Ça, je vous l'accorde. Il n'y a pas de souci. Et en termes d'histoire à raconter, aussi. Donc, moi, en fait, je ramènerai le débat, en fait, tout d'abord sur la ville. Quand on parle ville, on parle bien sûr architecture, on parle art, mais avant tout, il y a un cadre général qui est le cadre de l'urbain, et donc de l'urbanisme. Et quand on parle urbanisme, on parle de son rapport. Qu'est-ce que l'urbanisme déjà? À définir peut-être, on ne va pas rentrer dans un débat, mais l'urbanisme, on travaille sur une échelle et une temporalité qui va être différente de celle de l'architecture. Même si les deux disciplines sont intrinsèquement entremêlées et plus que sœurs. Tout ça pour vous dire qu'il y a à mon sens, entre le street art ou l'art urbain, on l'appelle comme on veut au niveau sémantique, et la ville et l'urbain en manière générale, il y a une histoire. Il y a une vraie histoire qui a commencé, on va dire, il y a environ une grosse quarantaine d'années. Alors Christelle parlait tout à l'heure de Vandale. Alors est-ce qu'on est passé, comme certains le disent, du Vandale au vendable en quelques décennies ou au vendu? Ça, c'est un autre débat et ce n'est pas forcément le débat de ce soir. Par contre, le rapport et la coécriture en fait de l'histoire et de la production de la ville entre l'urbanisme, entre l'architecture et entre le street art, moi, me semble une question qui est vraiment intéressante et pertinente à poser et qui peut se poser à travers différentes approches. On a l'approche dont a parlé Christelle avec le Mako ou à travers l'expérience nîmoise d'un point de vue vraiment artistique. Donc la place du street art dans l'espace urbain. Un art qui, par définition, par ADN, est un art éphémère, un art alternatif, et qui maintenant est en train de s'inscrire de manière plutôt pérenne dans la ville. Et comment on peut, en fait, alors j'y pourrais peut-être pas gérer, mais comment aborder ce dualisme?
si dualisme il y a. Pourquoi? Parce qu'un exemple tout bête, on parlait de commandes publiques dans des villes, vous allez voir un maire, vous allez dire, voilà, monsieur le maire, là, il nous faudrait 40 000 € pour réaliser une magnifique fresque sur ce mur. Ok, pas de problème. Par contre, monsieur le maire, on est sur un art éphémère. Donc, peut-être que dans 2 ans, il n'y aura plus rien. Ah ouais, attendez, ça fait quand même cher l'année, hein, et cher le mois, hein, votre expérience artistique. Ben oui, mais c'est un petit peu oui, c'est le games, si on veut rester dans un anglicisme. Oui, ça fait partie de la culte, ça fait partie du street art. Oui, c'est un art éphémère, c'est un art qui peut être toyé, qui peut être, au bout de 2 ans, dégradé. Oui, c'est comme ça. Alors après, pour revenir sur une autre approche en fait de l'art urbain et de sa place dans l'espace public et l'espace de la ville, il y a effectivement une dimension qui est une dimension économique. Chez Christelle, elle n'aime pas qu'on parle de ça, mais je vais en parler. Donc moi, je suis le vilain petit canard. De toute façon, j'ai un métier à la base qui a une image très négative. On est entre l'huissier et le croque-mort en termes d'image grand public, donc je suis habitué. Pas de problème, j'assume. Non, moi je l'aborderai d'un point de vue économique, à savoir que on observe depuis une grosse vingtaine d'années au développement on ne va pas dire une thématique, mais d'une pensée qui est celle du marketing urbain et du marketing touristique. C'est-à-dire que les villes veulent exister à travers des événements. Événements culturels, événements artistiques, événements sportifs, et on en passe. Et il y a eu donc dans cette mouvance en fait du marketing urbain et du marketing touristique une prise en compte à un moment donné du street art, de l'art urbain, où les décideurs politiques locaux se sont dit tiens, là il se passe quelque chose chez nous ou chez nos voisins, et peut-être qu'il y a un levier qui peut être intéressant à utiliser et à développer. Ça s'est fait, ça se fait de plus en plus. Alors c'est vrai qu'il y a eu ce qu'on pourrait appeler à un moment donné l'effet Guggenheim, que tout le monde connaît à Bilbao, où Bilbao s'est totalement réinventé d'un point de vue urbain grâce à l'implantation du musée Guggenheim sur une ancienne friche industrielle. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que c'est devenu un modèle, c'est qu'au-delà de l'objet architectural en lui-même et de sa fonction initiale qui est un musée, les gens viennent plus à Bilbao pour voir l'objet architectural plus que pour visiter les collections permanentes. Moi, le premier, hein. Je suis allé 2 fois. Première fois, je suis allé juste voir le musée d'un point de vue extérieur et voir son environnement urbain. Donc là, actuellement, on assiste à cette intégration du street art dans des logiques économiques, touristiques et économiques locales. Et ce qui ne va pas sans poser parfois certains problèmes de relation à la fois entre le décideur, le commanditaire et l'artiste et la population. Puisque quand on parle de ville, une ville, c'est un être vivant. Une ville, ça vit. Une ville, c'est des êtres humains, c'est nous. Donc, quand on intervient sur l'espace urbain et qu'on intervient de manière généralement visible, forcément, à travers le street art, et aussi quelque part pérenne, puisqu'on essaie de pérenniser quelque part ces formes d'intervention, quel va être le rapport avec la population, avec les gens qui habitent le quartier? Nous, on a eu l'expérience à des plus de 10 ans à 7. Je pense que tu as eu aussi, toi, l'expérience à Nîmes, de voir comment les gens réagissent. Réaction parfois assez hostile au début, hostile ou réaction interrogative. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans notre quartier, dans notre ville, à l'endroit, dans notre rue, à l'endroit où on habite? Et puis après, on se rend souvent compte qu'il y a une forme d'appropriation de l'intervention du ou des artistes ça se fait. Il y a une alchimie à un moment donné, il y a la mayonnaise, elle prend, ou elle prend pas. Mais très souvent, la mayonnaise, elle prend. Et après, les gens sont demandeurs. Ils disent, ah, ça c'est bien ce que vous faites, il faudrait en refaire. Ou moi, j'ai un mur, j'ai ci et ça. Venez chez moi, venez voir si vous ne pouvez pas faire quelque chose chez moi. Et je trouve que cette émulation, cette appropriation de l'intervention dans l'espace public, moi, elle me semble vraiment très intéressante et beaucoup plus intéressante que le message uniquement tourné vers l'extérieur en disant, voilà, venez chez nous parce qu'on a fait intervenir tel artiste à tel endroit ou parce qu'on propose tel ou tel parcours ou tel festival dans notre ville. Les deux sont complémentaires, bien sûr. Mais
pour que les choses, je pense, fonctionnent réellement, il faut qu'il y ait l'appropriation de la population, des gens qui vivent au quotidien l'espace urbain dans lequel est réalisée l'intervention artistique. Je suis d'accord avec ça. Mais voilà. Allons plus loin. Souvent, ça vient, ces commandes, elles viennent s'apposer après. Et moi, ma question initiale, c'est est-ce qu'on pourrait pas, avant qu'elles viennent s'apposer, est-ce qu'on pourrait pas tout de suite dire, avant même de construire le bâtiment, ou de se dire, bon, est-ce qu'il y a une place pour ça en amont dans le projet immobilier, architectural, voilà, à quel moment l'artiste on peut l'intégrer? Mais vous l'avez dit à un moment qu'il y avait une dichotomie, voilà, qu'il y avait deux. Ça existe déjà, hein, certains promoteurs immobiliers. Certains le font. Donc ça va se faire, enfin, à mon avis, de plus en plus. Ça va être intégré à des projets immobiliers, pas toujours très heureux d'ailleurs, mais bon. Mais ça se fait déjà de plus en plus d'ailleurs. Oui. Non, juste. Moi, je pensais à vous parce qu'on a justement un projet où, avant que ce projet sorte de terre, il y a prévu un artiste qui expose d'ailleurs ici, Enaer, qui serait peut-être un artiste qui peindrait sur ce bâtiment qui n'est pas encore construit. Oui, alors je pense que ça dépend aussi de la sensibilité et des maîtres d'ouvrage et des architectes. Moi, j'ai toujours eu un intérêt vraiment pour l'art en général et puis aussi pour l'art urbain. J'avais fait sur mes anciens bureaux intervenir Réseau et Momies, on en parlait tout à l'heure, là sur le quai du Verdançon. Et effectivement, le projet dont tu parles là, c'est d'ailleurs à l'initiative du promoteur, mais dès que l'idée a été lancée, moi j'ai absolument saisi la balle au bon pour partir dans cette histoire-là. C'est un projet un peu particulier parce qu'il donne sur les voies de la SNCF. Automatiquement, pour des raisons techniques, l'architecture là n'est pas rigolote, ne raconte pas beaucoup d'histoires. Et donc, on a tous trouvé effectivement que c'était un univers tout à fait adapté il y a la vitesse des trains aussi, donc à ce type d'intervention. Je trouve que je suis un peu mal à l'aise, moi, avec justement ce qui est en train de se passer et la façon dont je ne veux pas du tout polémiquer ou incriminer qui que ce soit, mais dont les promoteurs ont tendance à intégrer ces œuvres-là. Souvent, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, certains sont certainement, mais j'ai l'impression que ils le font d'une manière effectivement qui peut avoir un caractère un peu commercial, quoi. C'est-à-dire ça va plaire aux élus. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose de voilà. Et je trouve que ces démarches qui sont des démarches qui à l'origine étaient des démarches un peu sauvages et qui me semblent intéressantes aussi pour ça. Sans rentrer effectivement dans le débat, peut-être elles s'affaiblissent ou elles prennent le risque de s'affaiblir dans le rapport à ce type de production de l'architecture. Moi, ce que je trouve très beau aussi dans ces œuvres, c'est que, alors contrairement à celles qui sont dans les musées, c'est qu'effectivement, elles peuvent disparaître, quoi. Et qu'il y a aussi, je ne sais pas comment vous vivez ça, quoi, mais il y a aussi quelque chose, il me semble, de très fort à regarder ces travaux qui sont très beaux, en se disant c'est fragile, quoi, et que ces œuvres, la fragilité de ces œuvres les rend encore plus belles. Et je trouve, je ne sais pas si ça a un sens particulier, en tout cas ce qui m'intéresse dans le rapport qu'elles entretiennent avec les architectures, c'est ça. C'est que l'architecture, c'est quelque chose qui est fait pour être absolument indestructible. Aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. On a pensé l'architecture à travers l'histoire comme étant quelque chose qui pouvait se transformer, s'adapter, se démonter, se reconstruire. Aujourd'hui, avec l'avènement du béton, et donc ce rapport entre ces œuvres qui peut-être disparaîtront et cette architecture qui est a priori indestructible me semble très intéressante. Je ne sais plus. Si. J'avais un exemple autre sur de la rénovation de bâtis, où un des bâtiments dont je parlais tout à l'heure, depuis plus de 15 ans à l'abandon, etc., et qui a été investi de façon pirate,
un jour, un collègue me poste une photo d'un promoteur qui dit qu'il va rénover le bâtiment. Donc, il y a une intégration genre 3D du rendu. Et ils ont décidé d'intégrer une des fresques qui est déjà historiquement là et de la conserver, ou en tout cas de la faire rénover. Et je trouvais ça assez chouette, à partir du moment où il va venir nous en parler, pour pas que ce soit de la récupération pure. Et après, sur la dimension où c'est intégré au projet initial, ou des commandes publiques ou autres, à partir du moment où les artistes sont bien payés pour ça, je ne vois pas le mal qu'il peut y avoir, parce que intervenir de façon plus sauvage et autres, de façon plus militante et compagnie, c'est beau sur le fond, mais ça ne fait pas manger. Et cette évolution-là est quand même très chouette, de la reconnaissance des artistes. Et il faudrait que ce soit encore beaucoup plus. Nous, on adorerait beaucoup mieux payer les artistes. On commence à peine. Ils viennent parce que c'est militant, ils savent pourquoi, ils connaissent le quartier maintenant et compagnie. Mais, et juste un truc auquel je pensais, comme vous disiez, ça plaît ou ça plaît pas. Nous, souvent, la remarque qu'on a, c'est alors c'est joli, hein, mais franchement, si là, ça avait été un bleu, ça aurait été beaucoup mieux. Donc, clairement, les goûts et les couleurs sont dans la nature. Et ce qui m'attriste parfois, c'est, comme vous dites, moi, je n'aimerais pas voir de l'art urbain partout, tout le temps. Ça me saoulerait à force. Il y a des espaces qui sont plus dédiés, d'autres qui ont... Enfin, mais clairement, sur certains espaces, on pourrait, ça en aurait besoin et ça mettrait plus de poésie. Mais souvent, on achète aussi la paix sociale en faisant un fond gris ou uni, etc., pour ne pas s'ennuyer avec le débat que ça pourrait faire avec le voisinage. Et un dernier exemple auquel je pense, qui a été fait par une compagnie de spectacle vivant, je crois. C'est le fameux château quand on va... C'est où? C'est à côté de Carcassonne, je crois, avec les gros cercles jaunes. Là. C'est la cité de Carcassonne, voilà. Ouais. Alors je ne sais pas comment ils l'ont fait, etc. Mais c'est même plus qu'avoir fait débat. Ils se sont fait insulter de tous les noms. Dire plus fort. Ah bien, merci. Mais après, moi, je trouve ça intéressant, le fait que la réalisation d'une peinture... Sur le cas live, je tiens à souligner que les artistes ont toujours été payés et depuis 2008. Alors peut-être qu'ils trouvent que ce ne sont pas assez payés, mais je pense qu'on a toujours été très correct à ce niveau-là. Et je voulais aussi souligner que nous n'avons jamais demandé de pré-projet aux artistes que nous avons invités. Nous défendons à notre modeste niveau la liberté d'expression, partant du principe que si un artiste était invité par le CALIVE, c'est que nous aimions son travail et que nous lui faisons confiance. Inévitablement, ça donne parfois sujet à des débats, même houleux, mais nous considérons que ça, c'est notre responsabilité et qu'il faut assumer ce débat, qui n'est pas toujours plaisant. Mais globalement, sur du plus ou moins long terme, les gens finissent par s'adapter ou s'habituer ou à considérer en tout cas la peinture murale différemment. Et c'est sûr que on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais bien souvent, la question, je dirais, primaire qui se pose, c'est préfériez-vous ce mur gris assez moche ou cet artiste qui a soit une figuration qui ne vous plaît pas ou un art abstrait qui vous interroge parce que voilà, vous ne savez pas quoi en penser. Mais c'est intéressant ce débat, il est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, certes, architecture et art urbain, mais il y a la question aussi du vivre ensemble et de ces gens qui vivent avec, donc de la population, de la vie dont parlait Gilles tout à l'heure. Oui. Et on en parle très peu de la population, en définitive, qui vit dans l'espace public. C'est ça. Et puis, comme disait Stéphane Marmonnier tout à l'heure, il faut rappeler effectivement que c'est un art éphémère et qu'on a toujours la possibilité, et moi je sais au CALIVE, pour en avoir vu, que parfois le mur, effectivement, s'est effrité, et on a réinvité quelqu'un d'autre qui est revenu. Alors, il y a eu une artiste féminine, je crois. À ce jour, il existe une petite quarantaine de murs qui peuvent se visiter de différentes façons.
parfois, ce sont des petits murs, hein, parce que l'idée, ce n'est pas non plus d'être forcément dans du monumental. On aime bien aussi les petites formes, les petites choses qui se découvrent comme ça. Mais c'est bien que c'est justement de réinventer l'espace et de donner. Alors, aussi, les murs, on aime bien dire que les murs vivent au gré du vent, c'est ça, au gré parfois d'interventions humaines, heureuses ou malheureuses, parfois parce qu'un bâti est voué à disparaître. Et je pense que depuis 2008, on a dû perdre, enfin entre guillemets, une quinzaine de murs ont disparu pour diverses raisons. Certains d'entre eux ont entièrement été taillés. Mais comme le disent d'autres, c'est le game. Ça se discute. Ça dépend des raisons, des motivations premières. Mais bon, voilà. C'est un art, oui, qu'on pourrait dire vivant. Tout ce qui est agréable, justement, dans l'art urbain, je trouve qu'il soit éphémère. Et en tant qu'artiste, à un moment donné, d'accepter qu'une fois qu'on l'a posé, ou même quand je réalise un collage que j'ai fait en atelier, qui disparaissent et il ne m'appartient plus. Et j'ai eu ces discours-là avec des artistes d'art contemporain qui ne le comprenaient pas. C'est-à-dire que moi, personnellement, une fois que j'ai fait une œuvre, elle ne m'appartient plus, j'en ai plus rien à faire et je le vis très bien, ça. Mais est-ce que tu n'en as plus rien à faire parce qu'elle est dans la rue et parce que tu le sais qu'elle va être éphémère et qu'elle va disparaître? C'est le lieu, graphiquement, c'est... voilà, j'ai pas forcément des mots, mais j'ai appris à abandonner l'œuvre, à plus en faire quelque chose de... de sacraliser. Ouais, de sacraliser. Et puis souvent, après, on évolue tellement dans les couleurs, dans le graphisme. Donc, même moi, là, quand je vois des choses que je fais, maintenant, je suis déjà en train de partir vers d'autres choses. Donc, ouais. Et c'est bien ce côté éphémère, ça laisse la place aux autres. Concernant les toillages et autres, il y a aussi, c'est gros à dire, mais des métiers à inventer. Il y a des trompe-l'œil qui se font rénover au bout de je ne sais combien de temps pour être conservés. Donc déjà, les œuvres peuvent être conservées et rafraîchies. Et après, il y a des spécialistes qui sont là pour faire intervenir les bonnes personnes parce qu'ils savent la légitimité que tels artistes ont et qu'ils se feront patauiller ou beaucoup moins parce qu'ils sont respectés dans ce milieu-là. Et c'est aussi des nouveaux métiers qu'il faut intégrer dans ces projets-là et avoir les bons interlocuteurs. Après, moi, la question de la commande publique, elle suscite pour moi une autre question qui est la liberté de l'artiste. Donc, est-ce que l'artiste reste aussi libre que lorsqu'il, je sais pas, il est invité sur le K-Live, par exemple, ou pas? Est-ce que, voilà. Alors moi, je vais faire l'avocat du diable, c'est-à-dire que c'est une chance énorme de pouvoir de gagner un peu d'argent. Et donc, du coup, c'est pas renoncer, être obligé d'aller faire un petit boulot, faire des ménages ou quoi que ce soit. Et des fois, c'est chouette quand la commande publique tombe, quand on fait appel à vous parce que ils ont apprécié votre travail. Et en fait, il y a un compromis. Moi, là, je suis en train de peindre et j'ai certaines contraintes. Mais ce qui est génial, c'est que je sors de ma zone de confort. Et j'adore le challenge et ça me fait bosser et ça me fait évoluer. Et puis après, c'est le plaisir de pouvoir être payé parce que c'est pas tabou, même si en France c'est un peu tabou de parler d'argent, mais c'est important de pouvoir bouffer, quoi. Franck, en fait. Tu le vis aussi de la même manière, c'est-à-dire que toi aussi, tu as quand même cette liberté. Moi, je pense qu'il faut qu'on la prenne, cette liberté, qu'on impose aussi ce qu'on a envie de faire et que les personnes qui organisent. Donc, nous, on n'a pas ce rapport avec les institutions et tout. Ne nous fasse pas faire de projet, comme elle dit Christelle, parce que finalement, ça laisse une liberté. Et après, on va dire qu'il faut du rouge. Et là, elle préfère du bleu. Et là, on commence à rentrer dans un autre... Est-ce on doit l'imposer? Mais pour ça, je pense qu'il faut que ceux qui soient à la tête de cette organisation nous fassent confiance. Voilà, tout simplement. Ça, c'est une vraie question, parce que quand tu interviens sur un bâtiment qui existe, si tu n'en connais pas l'auteur, bon. Mais quand tu interviens soit sur un bâtiment qui est récent, où il y a un architecte qui revendique une position d'auteur, c'est-à-dire pas la position de quelqu'un qui a produit un bâtiment générique, mais qui a produit un bâtiment dont il est l'auteur, ou quand tu interviens dans le cadre d'une collaboration, ce qui est le cas avec un architecte qui crée un bâtiment, il peut y avoir un problème. Moi, ce problème, je ne l'ai absolument pas. En tout cas, chaque fois que j'ai été confronté à cette question-là, j'ai
totalement laissé de côté mon besoin de signature pour laisser à l'artiste effectivement la liberté, voilà. Mais alors là, c'est plus comme une collaboration en fait. Voilà. Mais c'est compliqué pour un architecte de se dessaisir d'une part de création sur le bâtiment. Tu fais un bâtiment, tu signes un bâtiment. Et tout d'un coup, c'est plus ta signature, c'est celle d'un artiste qui vient dessus. C'est compliqué. Moi, je comprends très bien qu'il y ait des architectes qui aient beaucoup de mal avec cette question-là, quoi, et que ce soit. C'est une œuvre graphique, mais moi, je discute avec des architectes et j'ai des projets et je vois qu'ils demandent de plus en plus des conseils en matière de couleur, en matière de lignes. Moi, souvent, je leur dis que j'avais l'occasion de discuter avec des architectes. Pourquoi vous travaillez pas le sol pour que les gens qui y vivent marchent sur des tapis colorés, sur des sols, et de l'intégrer vraiment dans la ville. Et je pense que justement, ça va arriver. Les architectes maintenant vont collaborer en amont réellement et même de façon plus intéressante sur des lignes. Pas parce qu'au final, faire un mur, moi je trouve qu'au bout d'un moment, ça devient inintéressant. Ce qui est génial, c'est quand c'est graphique, quand on peut utiliser les marches, les barres, les rebords, les choses comme ça, et intégrer vraiment le graphisme. Oui, bah, tout à l'heure, dans les photos que j'ai montrées, tu as fait ce travail-là, toi, je dis plus de bêtises, mais... à Saragosse. Ouais, voilà, à Saragosse, ouais. Sur un espace, franchement, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à et l'heure. puis, en plus, c'était le chemin des enfants pour aller à l'école, en fait. Ils étaient obligés de passer par là. Du coup, tu l'as rendu effectivement, intéressant et il jouait sur ses volumes, ses marches. Il n'y a pas assez de sol. Moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, il faut du sol. C'est ennuyeux, le sol. Voilà, marcher sur. Alors ça, moi, je suis absolument d'accord avec ça. Je trouve que d'une manière générale, les architectes ont oublié le sol. Voilà. J'en ai parlé avec la plupart du temps, les architectes, quand ils font leur projet, ils fabriquent des objets. Et un reproche qu'on peut nous faire, que nous devons nous faire, c'est de ne que très rarement imaginer et penser la façon dont ces objets arrivent sur le sol. Et les architectes, collectivement, on a oublié le sol à tel point qu'il y a une profession qui s'est inventée, qui sont les paysagistes, et qui nous supplée. Donc je trouve effectivement que il y a certainement dans le travail également sur le sol, et peut-être principalement sur le sol, un espace de collaboration, et peut-être que nos égos d'architectes seraient moins touchés c'est un bon signe alors. Voilà, seraient moins touchés de cette collaboration sur le sol. Les gens qui y vivent marchent sur l'œuvre. Mais bien sûr. Et donc ça désacralise complètement. Voilà, et du coup, je trouve ça chouette. Il y a de l'avenir. C'est très positif tout ça, je trouve. Ouais. On arrive quasiment au terme de nos... Je vais juste intervenir pour reprendre un petit peu la suite de ce que disait Gilles Cusy par rapport au geste créatif, puisque l'architecte est un artiste. Il y a donc une création, il y a une démarche créative, et donc le rapport avec le maître d'ouvrage, promoteur ou commande publique, et donc l'intégration en fait du street art dans la démarche architecturale et la démarche économique, puisque quoi qu'on fasse, qu'on soit public ou privé, il y a toujours des logiques économiques dans tout ce qu'on fait en termes de production. Donc moi, je n'ai jamais intégré de street art dans mes immeubles. Jamais. Voilà, je vous le dis. Alors, tout a un début. Tout a un début. Jette un froid. Voilà. Non, je le reconnais parce que j'ai jamais en fait réussi. Alors, soit j'ai jamais réussi à trouver le bon tempo, à trouver la symbiose entre les deux. Et comme le disait Gilles, il y a malheureusement cette espèce de mode, comme dans les villes au niveau du marketing urbain, il y a depuis quelques années une espèce de mode chez certains promoteurs où on veut mettre une touche de street art dans les bâtiments. Alors franchement, c'est pas toujours très joyeux. Ça fait vraiment pièce rapportée. Ça n'a rien d'obligatoire, surtout. Et ça pose en plus des problèmes, je dirais souvent juridiques. C'est-à-dire qu'une fois que l'immeuble est livré, c'est le syndic qui prend la relève derrière. Et s'il y a un problème sur le mur ou sur l'intervention artistique, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous dire ce qui se passe. Il se passe exactement comme quand vous faites un toit végétalisé sur un immeuble de logement. C'est-à-dire que les gens, ils prennent dans des comptes de charge, ouf,
Et on coupe le robinet, là, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on ne va pas la faire rénover, on ne va pas faire l'intervention, on couvre. On met un bon enduit blanc dessus et ça ira bien. Voilà. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans beaucoup de cas. Alors, quand on parle de l'idée de la fresque maintenant qui est intégrée, alors voilà. Mais dans le temps avant, là je vois, je peins un mur et les gens pensaient que c'était un papier peint ou des stickers. Mais en fait, dans le temps, il y a quelques années, on peignait beaucoup, même les peintres en bâtiment. Mon grand-père faisait les lettres du boulanger, du boucher. Et donc, je trouve qu'il y a un retour. Je trouve que c'est très intéressant de faire intervenir des artistes qui soient street artistes, plasticiens. C'est pas forcément négatif. C'est non, au contraire, bien sûr. Ouais, c'est un retour quand même. Mais pour la profession, en fait, du moins pour la profession de l'immobilier, des promoteurs immobiliers, c'est une sorte de révolution culturelle. Ça implique de sortir d'un schéma, d'une production qui est rodée. On reproduit ce qu'on sait faire. Et on n'a pas forcément le temps ou l'envie d'aller vers des choses qu'on ne sait pas trop faire, où on se dit « oulala, ça va coûter combien ? Et puis qu'est-ce que les clients ils vont en penser ? Est-ce qu'ils vont adhérer ? Est-ce qu'ils ne vont pas adhérer ?» On va rester dans les façades blanches et les carrelages gris, ça au moins, ça marche. Pas de problème. Par contre, moi, ce qui m'intéresse au-delà de ça, c'est, j'y réfléchis actuellement, c'est sur l'intégration du travail d'un street artiste au niveau structurel et de l'intervention abstraite, et non pas du figuratif. C'est-à-dire qu'actuellement, on a l'exemple sous les yeux, pas sous les yeux parce qu'on l'a nous, et pas vous, mais vous avez l'exemple ici, où vous êtes, avec Zaha Hadid, sur un bâtiment qui a une force architecturale et qui est lié à l'utilisation du béton. Et le béton est un matériau fabuleux. Vous lisez ce que dit le confrère de Gilles, ça y est, j'ai perdu son nom, de Le Marseillais, Ricciotti, voilà, qui est ingénieur à la base, mais qui travaille le béton de manière remarquable et qui a plein de choses à dire là-dessus. Donc, ça peut être aussi le bois, ça peut être l'acier, ça peut être d'un point de vue structurel ou travailler au niveau du parement du bâtiment. Moi, j'aimerais en fait réfléchir à comment intégrer un travail de street artiste, un travail donc abstrait, dans la structure même du bâtiment. Par exemple, dans le béton. Comme des bas-reliefs, en fait, presque. Oui, exactement. Ça s'est fait. Il y en a un qui l'a fait. Alors, je ne sais pas s'il a produit son bâtiment. C'est Svei, ou Svei, je ne sais pas comment on dit. Il a un nom au coucher d'or. Svei Beiling, qui est un architecte qui a dessiné un bâtiment avec une intervention d'un street artiste et il l'a fait, il l'a en fait digéré dans le béton sous forme d'une fresque qui traverse une partie du bâtiment et qui structure même l'œuvre. En fait, l'œuvre structure même la façade du bâtiment. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que là, il y a une vraie coproduction. Et du coup, on n'est plus seulement dans la démarche, je dirais, de poser quelque chose dessus sur un objet architectural, mais il y a une vraie collaboration en amont et une vraie coproduction du bâti. Donc voilà, moi, ma piste de réflexion actuelle, et j'espère pouvoir la mener à terme et trouver des street artistes qui sont intéressés par cette démarche et pour réfléchir à ce type de projet. Bien, c'est rassurant tout ça. Moi, ça me rassure. Moi, je pense qu'effectivement, à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe. Il y a vraiment une réflexion qui est faite, voilà, que ce soit aménageur, comme vous le dites, promoteur, architecte. Je crois qu'effectivement, on avance et on avance dans le bon sens. Conclusion, parce qu'après, on va vous donner la parole. Ouais. Oui. Moi, je pense qu'on a une vision aussi très arrêtée du street art parce qu'on l'appelle justement street art. Et que le street art, il est dans la rue, comme il l'indique. Et on a une vision de peinture colorée. Et en fait, en étant dans ce milieu, comme nous, il y a des plasticiens, il y a des gens qui utilisent le béton. Et en fait, on retient juste qu'un street artiste, il va nous peindre une façade qui est un peu dégueulasse et qui va faire du bien pendant au moins 5 ans et tout le monde sera un peu content. Mais en fait, je pense qu'on parle de street artistes, mais on est tous des artistes qui sont passés par peut-être le street art, parce qu'à un moment donné, il y avait une énergie qu'on ne pouvait pas mettre de côté. On dessinait tous, peut-être jeunes, on s'est tous mis au dessin, on a vu des graffitis surgir de partout dans nos villes. On avait peut-être 13-14 ans, on avait envie de faire pareil. On l'a fait avec la même énergie. Aujourd'hui, on a tellement eu cette énergie-là qu'elle est rentrée dans une institution. Aujourd'hui, c'est à vous
comme Christelle, d'avoir de l'énergie pour mener les projets les plus ambitieux. Et finalement, on résume beaucoup le graffiti ou le street art à simplement une peinture sur une façade. Parce que c'est des cases, le street art, ça veut rien non, dire. On parle que de ça, mais par comme exemple, plasticienne, j'allais dire, voilà, c'est le terme peut-être qu'il faudrait utiliser aujourd'hui. Oui. Il y a eu des projets de plasticiens où on a travaillé en amont sur les structures. Oui. J'ai travaillé pour le Crous, où il y avait justement des architectes très typés, qui avaient typé c'était Harmonie et Masson, c'était un cabinet de Paris. Et on a essayé de sublimer les formes. J'ai pas fait un dessin j'ai pas essayé de faire un dessin en disant, ben voilà, là j'ai ramené mon dessin sur ce... Je me suis dit que la structure, elle était déjà intéressante. Est-ce que je pouvais ramener... Est-ce qu'on pouvait ramener quelque chose sur cette... Et si je vous le montre, dommage qu'on n'a pas les photos, ça n'a rien à voir avec une façade de street art, entre guillemets. Quoi. Voilà. Tu t'es régalé en plus. Ouais, je me suis régalé. C'est un des meilleurs projets que j'ai fait. Parce qu'il allait à l'essentiel. Et juste pour revenir au street art, là, on a une expo, entre guillemets, de street artistes. Il y a 3 univers. Si on ne vous dit pas qu'ils sont du street art, vous dites il y a 3 artistes. On ne le sait voilà, pas. Il y a je suis juste bien 3 d'accord. artistes. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Franck. Et il y a Yen qui pourra vous faire une Oui. façade en volume. Il y a vraiment de tout et on le résume un peu trop à la façade colorée. Et joyeuse, parce qu'à la base, c'est aussi... Il y a un message, il y a une revendication. Il y a aussi justement ceux qui s'occupent d'organiser ça. Il y a un engagement. Des fois, c'est un message fort, il peut ne pas plaire, mais il y a une prise de position. Je suis d'accord avec ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais on ne peut pas tout évoquer. C'est ça, sinon on en a fait en 3 heures. Bon. Je vous remercie déjà, mais ce n'est pas terminé. J'aimerais maintenant, vous nous avez écoutés, je sais pas mais vous avez peut-être encore des interrogations, des sujets qui n'auraient pas été abordés ou des questions. C'est à votre tour de prendre la parole. Ah, mais alors ça veut dire qu'on a été très bon, on a été très prolifique alors. C'est là toujours la première question. Ah, allez, c'est parti. Levez la main. Et n'oubliez pas, il faut sortir du rang. Oui, je sais, c'est particulier, ce qu'on vous demande, mais si vous avez une question, il faut effectivement que vous vous leviez, que vous vous passiez dans l'allée, et on vous donnera un micro. On vous tendra un micro. Bon. Oui. Alors. Est-ce que vous allez reprogrammer l'expo de Vils ? Ça, c'est Parce que c'est pour ça que je voulais réagir en termes d'outils. Tu disais coloré et tout. Vils, en termes d'outils et au-delà de la construction, sur de la rénovation ou quoi, le gars fait des fresques avec des marteaux-piqueurs. Je trouve ça juste génial. Ouais. Je vais mettre un joker parce qu'à l'heure actuelle, effectivement, on a suspendu l'exposition. On n'a pas été en... Mais je pense qu'il y a quelqu'un dans la salle qui pourrait y répondre. Alors, je vais le chercher. D'ailleurs, ça tombe bien, il a un micro. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vas-y, je te laisse répondre, Benjamin, et je vais peut-être leur montrer quelques photos, quelques réalisations de Vils, parce que j'en avais préparé. Alors, voilà. T'es embêté. Hein. On essaye, on va essayer parce que c'était énorme pour une ville et un département comme l'Hérault, comme Montpellier. Après, on a contractualisé à un certain moment. Vils, il a fait une grosse expo à Miami entre-temps. Il est en train de monter crescendo encore plus. Il est très critiqué aussi pour ça, pour le prix qu'il va demander pour un mur, pour une exposition. Donc, nous, Pierre-Vils, c'est un service public. Donc, on espère qu'on va pouvoir le reprogrammer. Pour l'instant, on a ça dans un coin de la tête. Après, il va falloir discuter avec eux. Et ça, on va voir. Voilà. On est très, très fiers d'avoir pu reprogrammer une exposition. C'est pas le même délire, entre guillemets, puisque c'est des artistes émergents. Mais voilà, si on peut arriver à croiser les deux, on sera très fiers de cela. Après, moi, j'ai une question aussi. Vils, ça a un coût. Un mur, ça a un coût. Les financements, c'est qui les premiers financeurs pour 7, si c'est...
Et pour Nîmes, on a compris, mais... Nous, c'est la ville de Sète et aux 2/3, la région, un tout petit peu, la DRAC, jamais, et des partenaires privés. Nous, pour le coup, la ville, un tout petit peu. La DRAC, pas mal quand même si je suis pas très fort avec les chiffres et je suis pas ça. Et nous, c'est particulier, on a des financements particuliers aussi parce qu'on est dans un quartier politique de la ville. Donc on a département... Vous allez échanger vos contacts, hein, parce qu'apparemment, la DRAC, ils n'ont pas les mêmes... On va s'échanger les élus. Donc nous, ici, c'est le département à 100% pour info. Voilà. Pas d'autres questions pour nos invités ce soir? Si. Alors... ouais. Du coup, on a parlé de tout ce qui était financement et tout, et il y a le pourcent artistique aussi qui est arrivé normalement, mais qu'on voit très peu dans l'espace public, enfin dans les bâtiments publics. Voilà, je vous pose la question, surtout à M. Marmonnier et M. Cusy, qui devraient être plus calés là-dessus. Alors le 1% artistique, c'est une loi, enfin, qui impose a priori aux maîtres d'ouvrage publics de consacrer en théorie 1% des budgets de construction, mais ça peut forcément 1%, c'est souvent d'ailleurs un peu, enfin sur les projets très importants, c'est souvent moins, et de confier par le biais de consultations, de concours à un artiste une réalisation dans un bâtiment. Moi, ça c'est vraiment la responsabilité des maîtres d'ouvrage, et sur un certain nombre de bâtiments que j'ai pu réaliser. J'ai réalisé pas mal de bâtiments, moi, pour la région, des bâtiments scolaires, des lycées, par exemple. Il est arrivé que le maître d'ouvrage nous demande, réalise un bâtiment au titre du 1% artistique, et puis il est arrivé qu'il ne le fasse pas. Alors je ne sais pas comment ça se passe par rapport à la loi, parce que moi il me semble que c'est une obligation qui est faite au maître d'ouvrage. J'avais eu une idée un jour, mais j'ai la flemme, mais peut-être là, il faudra qu'on se chauffe un jour. Je me demandais au titre de la loi, vu que je crois qu'il y a obligation, si ça ne pouvait pas être rétroactif. Genre d'aller voir ceux qui ne l'ont pas mis en place au moment de la construction et de dire, bon, vous êtes obligés de mettre en place 1% artistique, vous sortez le chéquier et vous intégrez quelque chose. Il y a un vrai marché, hein, là, on peut... Oui, j'avoue que j'ai jamais vraiment compris, mais je n'ai pas cherché non plus à comprendre quelle était la latitude qui était laissée aux maîtres d'ouvrage public pour faire intervenir des artistes dans le cadre de cette loi. J'ai fait dernièrement un bâtiment à Nîmes, donc, qui était l'extension des locaux de la métropole de Nîmes. Et là, il y a eu l'intervention de Pires, donc, voilà, d'un artiste nîmois qui a été sélectionné dans le cadre d'une consultation organisée avec la DRAC. J'ai travaillé sur... mais bon, c'est pas systématique. Alors, là aussi, c'est parfois compliqué, parce que c'est une procédure, en tout cas moi, la façon dont je l'ai vécu, qui est une procédure qui vient toujours quand le projet est terminé, quoi. Enfin, en tout cas, quand il est dessiné, quand il est conçu. Donc, comment est-ce qu'un artiste réagit à une architecture, à un bâtiment? Comment est-ce que l'œuvre qu'il produit est reçue? Enfin, je sais qu'il y a toujours un débat, une discussion, et les architectes, pour certains, sont absolument enchantés, pour d'autres le vivent d'une manière un peu différente, parfois ne comprennent pas, parfois... Bon, je pense que on a utilisé le terme de coproduction, et je pense que vraiment c'est ce terme-là qu'il faut retenir, et c'est vers cette idée-là qu'il faut aller. Et moi, je vous entendais parler d'un travail que vous auriez envie de faire sur les sols. Je ne sais pas par quel biais, peut-être line-up, enfin, mais je pense que vous avez tout à fait... Il faut... comment dire, vous manifester auprès des architectes, des concepteurs, par je ne sais quel biais, pour parler de ça. Parce que c'est vrai qu'on a peut-être
trop tendance à penser le projet artistique comme quelque chose qui vient après, quoi. Et voilà, je reviens encore une fois à cette idée de coproduction. Je pense que, alors, elle sera peut-être parfois impossible, parce que vous aurez des gens qui s'entendront pas, et ça, bon, ben, ça peut arriver, hein, mais c'est certainement l'outil qui devrait permettre d'obtenir, enfin, de fabriquer les choses les plus intéressantes, quoi. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, hein, mais bon. Non, mais juste pour cette histoire de pourcent artistique, parce que je crois que c'est en fonction aussi du type de bâtiment. Souvent, les bâtiments comme les lycées, collèges, il y a eu des interventions, mais après, je crois que ça se limite qu'à certains types de bâtiments publics et pas à tous les bâtiments qui sont conçus. Alors, à ma connaissance, ce sont les bâtiments publics, c'est-à-dire les bâtiments dans lesquels l'État ou les collectivités, ou l'État par le biais des collectivités, met de l'argent. Par exemple, pour la promotion privée n'a aucune obligation. Il y a des promoteurs, effectivement, qui font intervenir les artistes, mais n'a aucune obligation à le faire. Alors, dans le privé, sur un bâtiment privé, effectivement, il n'y a pas le 1% culturel ne s'applique pas. Par contre, il y a une possibilité qui est une possibilité fiscale. C'est-à-dire que du moment où une entreprise, une société va passer une commande auprès d'un artiste, puisque ça peut être le cas, hein, c'est une commande d'une société de promotion immobilière auprès d'un artiste, dans ces cas-là, la société a quand même des fiscs de 60%, ce qui n'est pas rien. Donc c'est quand même un levier fiscal qui n'est pas négligeable. Il y a la charte Un immeuble, une œuvre aussi, je ne sais pas si vous l'avez signée en tant que promoteur, où il y a... Non. Il y a une quinzaine de promoteurs. J'ai signé. Vous pouvez nous expliquer, non ? C'est une charte qui a été signée par Bouygues, il y a Vinci, il y a Emerige, tout ça. Ils étaient 5, je crois, au départ, en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, en fait, dans leur commande, ils s'engagent à mettre une œuvre dans leur immeuble. Voilà, donc il y a eu... Ouais, je crois que ça fait 3 ans que ça y est, en place. Et depuis, juste après, vous terminez. Moi j'en connais des promoteurs, je ne vais pas balancer parce que ce n'est pas le but, mais j'en connais certains qui vous disent « Ah, mais on a fait intervenir, on s'est payé un street artiste. » Déjà, ceux qu'on s'est payé. C'est le côté un peu péjoratif, comme s'ils allaient au bordel en Espagne. Mais bon, autre sujet. Mais non, et le problème, c'est qu'en fait, les œuvres d'art, elles sont certes dans les résidences, mais elles sont dans les parties communes. Dans les halls. Alors, super. Donc il y a 30 personnes qui les voient. Donc je veux dire, l'intérêt de faire intervenir le street artiste dans ces conditions-là, pour moi, je ne vois pas trop. Oui. Autant à la limite qu'ils achètent l'œuvre, ils la défiscalisent, ils la mettent chez eux, dans leur bureau. Il y aura autant de monde qui la verra, hein, voire plus. Je serais plus modérée, moi, quand même. Je trouve que ça peut être intéressant quand même d'avoir... Voilà. On a parlé de population, même si c'est... Alors, je suis d'accord, mais ça reste effectivement ouvert. Mais d'abord, il n'y a pas que les gens qui habitent dans l'immeuble, il y a aussi tous les copains et les copines, la famille qui vient, les visiteurs. Donc, ça fait quand même plus de 30 personnes. Et je pense que quand même, ça a sa qualité. Il y a des archis, ils commencent à en avoir ras-le-bol que dans des fins de bâtiments, on leur mette un papier peint dégueulasse ou un truc qui a été fait sur l'ordinateur. Donc après... je pense que... Et puis c'est vrai que les gens qui y vivent, ils sont contents d'avoir autre chose qu'un... Mais c'est vrai que ça peut ne pas être fun. C'est pas fou de peindre sur un mur comme ça. Oui, c'est pas fun. Oui, non, mais c'est vrai. Ah, une question là-bas. Ouais, merci. Bonjour. Du coup, moi, je suis étudiante à l'école d'archi en master et je fais mon mémoire sur la place du street art montpelliérain dans son espace urbain. Donc, en fait, c'était à peu près pile poil mon domaine d'études, donc c'est à peu près génial. Et moi, j'avais plus une question. Je travaille sur tout ce qui se situe au sud de l'église Saint-Roch, à peu près sur une période qui fait à peu près novembre, décembre, janvier de 2019-2020. Et... en étudiant tout ça, j'ai remarqué qu'en fait, il y avait un peu des pôles d'art, puisque pour moi, j'ai un peu défini le street art comme quelque chose de très général, et pas seulement comme des grands trucs sur des grands murs qui font joli, mais plus vraiment comme une appropriation personnelle des habitants et de l'artiste de la rue. Et la question, c'était pour vous, est-ce que dans le choix de là où vous posez vos œuvres et cet art,
est-ce qu'il y a une espèce d'idée du fait qu'il y a déjà une œuvre à côté, il se met en place une espèce de groupement où sur des grandes rues, on remarque que peu importe près ou pas d'une autre rue, en fait, il y a des regroupements, mais des fois, il y en a vraiment beaucoup, de petites ou plus grandes interventions qui rendent les choses très intéressantes parce que ça re-questionne en permanence la ville, le mur. Et du coup, voilà. Là, parce que c'est des terrains de jeu, en fait, on s'approprie la ville comme une toile vierge, ou je pense et donc il y a des terrains de jeu. C'est vrai qu'il y a des quartiers à Montpellier où il y a plus ou moins, et surtout des collages. Là vous parlez de collage, pas de peinture. Un peu, oui. J'en ai croisé. En fait, il y a un peu tout qui se mélange. Mais en fait, ça tourne. Ça rentre en discussion. Oui. C'est ce que j'allais dire, il y a une grosse question d'ego par rapport à ça, c'est que des fois, plutôt qu'avec toute la place qu'il y a, tous les murs qu'il y a, pourquoi tu vas te coller c'est pas, ah mais il s'est mis là, moi aussi et je vais me mettre même sur lui. Ouais. Non, mais après, c'est de se balader dans la ville et de trouver des spots. Mais après, je pense que ça doit créer des idées, ça fait une émulation entre artistes. Je n'ai pas forcément la réponse à ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits collages en ce moment. Moi, je trouve ça bien. Et puis surtout, il y a plein de filles qui s'y mettent. Je trouve ça encore mieux. Ça, c'est vrai. Voilà. Ouais. Parce qu'avant, on n'avait pas le droit. Et non, c'est enregistré. C'est pour ça qu'il faut un micro. C'est pas une question, mais par rapport à ces regroupements comme ça, je pense qu'en dehors de la réappropriation, il y a aussi le côté où on va être plus visible si on se colle à quelqu'un justement qui a déjà fait un collage. C'est plus simple si on se colle à un collage de Noun pour être visible et pour être du coup visible sur les réseaux sociaux que de se perdre dans un autre coin de la ville qui n'a pas été approprié par déjà un artiste en amont. Donc je pense qu'il y a ce côté-là aussi où malheureusement tout le monde se colle et s'agglutine, mais du coup ça donne de la visibilité peut-être à plus de monde, à plus donne des idées, ou peut-être, je sais pas, je me suis pas posé la question, mais le but c'est de trouver des endroits un peu justement nouveaux. Oui, alors oui, mais tout dépend de l'artiste. Je pense que toi, effectivement, tu vas te mettre dans un endroit nouveau, voilà. Mais pour quelqu'un qui est en quête de notoriété peut-être ou de visibilité, il a tout intérêt à se mettre dans un endroit où il y en a déjà, ou dans la même rue, ou en tout cas pas loin, pour qu'on puisse les le endroits voir. Noun, elle crée l'attractivité. Voilà, ou d'autres artistes, mais voilà, c'est oui, waouh, c'est ah ouais, non, trop beau, trop chouette. Hop, je vais mettre mon petit truc à côté. Je comprends ça, ouais. Effectivement. Ça s'arrête plus entre artistes. S'il y a Ouais, puis aussi, il y a une validation de la mairie qui efface ou pas. Voilà. Parce que nous aussi, on a essayé de se mettre à côté ou même dessus. Mais nous, nous, c'est des tags qui coulent. Ils les veulent pas, donc ils les effacent à chaque fois. Et ils laissent ce qui est... Là, j'aimerais bien assister à la réunion quand même pour dire... ce pochoir, on va le laisser, mais ce tag tout pourri, là, on l'enlève. Alors moi, je l'ai vécu. J'avais fait un collage et du coup, j'étais venue le matin faire des photos le lendemain. Et il y avait des mecs de la mairie. Donc moi, je les ai regardés faire. Et ils ont toutes les couleurs pierres de la ville. Alors ça, c'est fascinant. Il met un coup de rouleau et tout de suite, c'est la même couleur. Et j'avais fait un collage et il y avait quelqu'un qui avait fait un petit pochoir. Et le mec, il a passé son petit rouleau juste pour effacer. Mais c'était drôle, la scène. Et ils ont toutes les teintes parfaites, qui recouvre parfaitement bien. Moi, je me rappelle d'un pochoir de Oz, qui était vers Saint-Roch, où il avait fait une vieille personne, vraiment bien fait. Et à chaque fois, les gens venaient taguer à côté, ce qui a toujours été fait depuis tout le temps. Et à chaque fois, ils effaçaient les tags à côté, mais ils contouraient. Et à la fin, le personnage, il avait la tête toute petite, les épaules toutes petites. Mais il n'y avait plus les tags à côté. C'était bon. C'était propre. Il y en a un qui me déteste parce qu'il me punit, c'est ça? Parce que moi, je ne connais pas tous les termes. Il répète plusieurs fois. Mais en fait, ce qui est génial, c'est qu'il l'a fait en doré, que ça a créé un motif sur une des formes. Du coup, je pourrais peut-être faire un... Mais je ne me souviens plus qui c'est, il faudrait que je te... du nom. Je pense que tu dois le connaître. Et du coup, maintenant, les taggers taguent sur les pochoirs. Parce qu'il y a une guerre quand même de... Tag sur les pochoirs parce qu'ils détournent, mais ils n'ont pas vu qu'il est habillé d'un gros tag. Voilà, donc maintenant il y a une petite chasse comme ça.
Je crois que j'ai vu Gilles intervenir. Je vous ai reconnu derrière votre masque. Mais je trouve justement, moi, que ce qui est extrêmement intéressant dans ces mouvements, c'est ça, quoi. C'est le côté vivant. C'est-à-dire le fait qu'à un moment, il y ait des regroupements. Qu'après il y ait des choses qui disparaissent, que peut-être, alors il faut évidemment que ce soit respectueux et pas, mais que des choses s'effacent, que d'autres viennent par-dessus. Oui, je trouve, alors pour en revenir à la question de la ville, je pense que beaucoup d'architectes font le constat que la ville contemporaine est une ville qui se fige. Oui, les villes à travers l'histoire on peignait les maisons, quoi. Vous voyez, on peignait les maisons, on les peignait en couleur, on les repeignait, la peinture s'effaçait, donc toutes les villes étaient faites de cette manière-là. Et puis depuis peut-être 30 ou 40 ans, le rêve absolu de tous les maîtres d'ouvrage, c'est qu'on n'ait surtout plus besoin de peindre. Vous voyez, si quelqu'un trouvait un produit qui était absolument comment dire, indégradable, voilà, qui ne s'use jamais. Bon. Et ça fabrique une ville qui est pauvre, quoi. Vous voyez, le rapport à la matière c'est énormément appauvri. Il y en a qui jouent avec la saleté, et ça c'est absolument génial. Des pochoirs et ils nettoient les murs et ils font ressortir le dessin. Mais voilà, et je trouve que c'est ça fabuleux dans ce travail qui est fait, alors pour le coup collectivement par les artistes du street art, qui est voilà, de se côtoyer, le paysage change. Vous levez un matin, si vous êtes attentif à cet art, ben, les choses ont évolué, il y a un bout qui a été arraché. Voilà. Et même les gens qui effacent aussi sont finalement participent d'une certaine manière à la fabrication. Et ça, moi, je trouve que vraiment pour la ville, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Voilà. Je comprends qu'il y ait des gens qui puissent dire ouais mais enfin c'est cochon quoi. Enfin, bon, c'est pour ça que le papier c'est bien parce qu'en fait on laisse la place aux autres aussi. On n'impose rien, c'est éphémère. Après ça dépend. Moi j'ai apprécié l'idée du collage, de le travailler en atelier et après d'aller le poser. Et du coup je n'impose rien en fait aux gens. Mais après, quand je peux peindre, évidemment, je me régale plus. Mais j'ai bien aimé ce côté de laisser la place aux autres aussi. Je voulais juste pour un peu rebondir par rapport à ce que vient de dire Gilles, c'est qu'il y a une ville qui me semble très intéressante quant à son projet de ville, c'est Nantes. Où je pense alors je ne suis pas spécialiste en la matière, mais il y a depuis, à mon avis, 20 ou 30 ans, une vraie volonté politique. Et les politiques ont travaillé avec des promoteurs, des urbanistes, des architectes, des paysagistes, des sociologues, des artistes. Et tous ces gens, d'une certaine façon, travaillaient en bonne intelligence. Et il y a eu une vraie rencontre, toujours avec à l'esprit ce vivre ensemble, ou en tout cas la vie dans la ville, quoi, dans l'espace public. Et c'est très, très réussi, vraiment. Oui, les gens ont travaillé Nantes une concertation. Bénéficié de la présence d'une île, de l'île de Nantes, qui était un espace industriel abandonné, et une gigantesque friche dans laquelle effectivement tout le monde a compris qu'il fallait, là pour le coup, y aller ensemble, quoi. Mais il y a une vraie volonté politique à la base. C'est vrai. Ouais, depuis 30 ans maintenant. Bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou sommes-nous arrivés au terme de nos échanges? Bien, alors je vais conclure tout d'abord en remerciant chacun d'entre vous. Merci beaucoup de votre présence, merci de ce débat. C'est vrai qu'on aurait pu continuer, nous on va continuer entre nous, hein. Et puis je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand, prochaine conférence, pour l'instant je ne peux pas vous la caler, je ne vous le dirai pas. En tout cas, profitez encore de cette exposition qui est en cours jusqu'à la fin du mois. Et puis au plaisir de vous revoir. Merci. Merci. Pour votre écoute.